Alors, on est parti. Zero to Hero. Alors, il y a aussi pas mal de jeux qui devraient... Pourquoi ça je suis pas allé sur BGG directement? Il y a aussi quelques jeux. Donc là on a Zero to Hero. On a le Bowling, Wonder Bowling je crois que ça s'appelle. Inferno, Galileo, Galilei, Gibbers. Ça c'est Fishing aussi. C'est des jeux qui proviennent d'Essen. Donc j'ai pas été à Essen, mais j'ai quand même pu tester pas mal de jeux qui provenaient. Et ensuite il y a des plus vieux jeux genre Ragnarok Star. Ah oui. Et il y en aura d'autres du coup au mois d'après parce qu'il y a eu visite chez les copains des cafés ludiques. Et du coup on a joué à des vieux jeux. Enfin des vieux jeux entre gros guillemets. Mais comme on y était le week-end du 1er novembre, je pense que le reste est passé en novembre. Et du coup là il n'y a que Ragnarok et Tokaido Duo qu'on a testé comme ça. Et du coup les autres seront dans le mois de novembre. Bon bah on verra bien quand on y sera. On n'y est pas encore hein. Même si on a la moitié du mois quand même. Alors Zero to Hero. C'est un jeu de pli de monsieur Martin Wallace qui a fait pas mal de petites choses. Est-ce qu'on peut voir là-dessus Oui. Hop. Bon, il est souvent avec son compère Edge of Steam. On l'attend plus sur des gros jeux que sur un petit jeu de pli comme ça, hein, cela dit. Wow, Australia c'était vraiment pas bon hein. Enfin moi j'ai pas aimé. Brass évidemment. Disque Monde j'y ai pas joué. Blablabla. Bon bref. Il a une ludographie qui est quand même pas dégueu. Donc forcément quand il sort un jeu, on est obligé de s'y intéresser un petit peu. Enfin obligé. On n'est jamais obligé de rien mais... Et donc là il nous sort un petit jeu de pli qui se joue avec des tuiles. Alors j'étais obligé de passer par BGG. Je suis désolé. Je suis désolé pour My Ludo, mais... Ah non, il n'y a pas de S a priori. Yes, c'est celui-là. Donc on va avoir des petites tuiles triangulaires qu'on va piocher dans un sac. Et qui ont des valeurs qui vont de 1 à 12 je crois. Qu'on va poser devant nous. Donc tous les autres voient les couleurs des jetons qu'on a. Et c'est fou parce que je suppose que les personnes ont eu l'idée de manière décalée. Mais il y a 3 jeux comme ça qui sortent avec cette même idée de je vois la couleur des cartes des autres. Je dis 3 mais en vrai il y a eu Passe-Passe aussi il n'y a pas si longtemps avec ça. Et sur les 3 il y en a un qui est vraiment réussi et je trouve que les 2 autres pas terribles. Mais on va garder le suspense pour savoir si c'est Zero to Hero. Et donc ensuite on va avoir autant de petites tuiles que de plis qu'on va faire au milieu. Et ces tuiles elles sont coupées en deux. Donc il y a un chiffre en haut, un chiffre en bas. Le chiffre en haut c'est pour les points de victoire que va gagner le premier joueur. Enfin celui qui va gagner le pli. Et celui du bas c'est celui qui sera deuxième dans ce pli. Sauf que pour gagner un pli c'est un peu particulier parce que quand on lance une couleur on n'est pas obligé de suivre à cette couleur. En fait chacun joue ce qu'il veut quand il veut. C'est à dire que quand c'est à mon tour je peux très bien jouer du rouge, du bleu, du bleu foncé, même si ça a été joué autre chose avant. Le truc c'est que c'est la couleur dont la somme totale va être la plus élevée qui remporte le pli. Donc si je vois quelqu'un jouer du orange, je peux suivre pour essayer de remporter le pli avec lui. Bon, en essayant de passer devant, si ça m'arrange de passer devant, etc. etc. Ça c'est le petit côté qui est un petit peu sympathique. Bon c'est pas incroyable mais c'est quand même le petit twist cool du jeu. Le deuxième twist du jeu pardon, c'est que ça s'appellerait pas de zéro aéro pour rien. C'est que si à la fin d'une manche on finit avec 0 points, on gagne le petit jeton 0. Et en fait si on arrive à finir la manche suivante avec plus de 5 points, et bien on devient le héros. Et on a gagné automatiquement la partie. Sinon c'est celui qui aura le plus de points à la fin des 4 manches. Voilà, bon, ce twist là, c'est mignonnet. Ça existerait pas, que je pense que le jeu serait pas plus mal non plus. À part ça, on a un jeu de pli
Pas classique, mais pas non plus incroyable. Ah, il y a un petit twist avec les deux, mais je me rappelle plus ce que c'est. Il y a un twist avec les deux. C'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça. Je sais plus ce qu'ils font les deux, mais ils ont un truc particulier. Mais bref, c'est pas un jeu sur lequel j'ai pris vraiment un plaisir dingue. C'est pas un jeu sur lequel j'ai vraiment envie de retourner. Et c'est pas un jeu que je conseillerais. Je vais le mettre dans les non merci. Alors il est pas horrible, donc je vais pas le mettre dans à oublier, mais il est quand même pas non plus incroyable quoi, hein. On va pas se mentir que j'ai connu mieux que ça, hein. Et j'ai connu mieux que ça récemment. Mais on reviendra, il y a d'autres jeux de pli qui vont venir après. En deuxième, on a Wonder Bowling. Pareil, jeu alors 2023, mais qui est jamais sorti en France. Qui va parler évidemment de bowling. Car je suis aucune note sur mes vidéos, c'est dommage. Et donc, Wonder Bowling, comme son nom l'indique, ça va être du bowling. Mais c'est pas du on lance une boule et on essaie de faire tomber les quilles. Pareil, je vais retourner sur BGG. Oh, Wonder Bowling. Je pensais qu'il y aurait plus de jeux. Voilà, ça l'est parfaite. C'est un jeu où on va avoir en fait la petite la boîte de jeu sur laquelle on va disposer les quilles de bowling, pardon. Et en fait, à son tour, on va prendre l'espèce là de grosse tige avec la boule de bowling dessus et on va taper sur la boîte. L'objectif étant de faire tomber au moins une quille, mais de pas toutes les faire tomber. Donc pour ça, on tape et ensuite on voit si le nombre de quilles restantes correspond à un numéro qu'on a devant nous sur un petit carton. Si c'est le cas, on peut s'en défausser. L'objectif étant de se défausser de tout. Les petits carrés là coupés en 4 triangles, en fait c'est des strikes. Pour faire un strike, il ne faut pas tout faire tomber. Il faut tout faire tomber sauf une. Ce qui est relativement compliqué quand il y a 10 quilles. Ce qui est plus simple quand il y en a plus que 2 par exemple. Puisque une fois qu'on a tapé sur la boîte, les quilles restent telles quelles. Donc si j'ai tapé un coup, j'en fais tomber 4, il en reste 6. Et ben mon voisin d'après, il devra taper à partir de ces 6 quilles. C'est débile. C'est vraiment débile. Mais ça marche très très bien. Et en vrai, c'est très fun. Et du coup, je me demande si Suzumi Kawasaki, l'auteur, a fait autre chose. Ah oui. Ah, Crime Hotel. C'est bien Crime Hotel, ça. Le reste, ça me parle pas trop. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres jeux qui soient arrivés jusqu'en France quand même, hein. Bah alors celui-là, il a l'air, mais alors je sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup de jeux en anglais ou en japonais quand même, hein. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé Wonder Bowling. Je le mets dans le camp la prochaine. Moi on me propose une partie de Wonder Bowling, je dis oui tout de suite. Est-ce que je m'en lasserai un jour? Peut-être. Bon, de toute façon, j'ai pas le jeu et j'aurai pas l'occasion d'y jouer 50 fois, donc donc il est probable que je n'ai pas le temps de m'en lasser. Mais voilà, actuellement j'ai hâte d'y rejouer et voilà. On va partir sur Tokaido Duo. Ces jeux-là, moi, le seul truc qui m'énerve, c'est que je sais jamais si c'est duo ou duel. Je suppose qu'ils ont mis duo parce que ça rime avec Tokaido et que ça fait Tokaido Duo, mais il n'y a pas une vraie raison autre que ça, hein. Allez hop, tais-toi toi. Donc, pour ceux qui connaissent pas Tokaido, c'est un jeu d'Antoine Boza. Donc forcément, hop, le duo aussi. Connu pour Seven Wonders principalement. Il a fait Kraken Attack avec son fils. Il a fait Ghost Stories, il me semble, qui fait partie de la team qui a créé ça. Bon, il y a beaucoup de Seven Wonders, hein. Arceus avec la team Kaidama. Azuro pareil avec la team Kaidama. Oui bon, tout ce que la team Kaidama fait, il est dedans. Dead Cells qui vient de sortir récemment. Drafto, mais c'est pareil, c'est toujours la team Kaidama. Ghost Stories, oui, il est bien dedans. Puis je dis la team, mais je suis pas sûr que ce soit 51 dessus en vrai. Non, il est tout seul. Voilà, donc il a fait quelques excellents jeux et quelques jeux très accessibles.
Tokaido, c'est un jeu de base qui est vraiment très accessible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à faire. On avance sur un plateau, on récupère des petites tuiles et puis on essaye de faire le plus de points possible et c'est à peu près tout ce qui se passe. Là, dans celui-là, le principe est un peu le même puisqu'on va avoir un plateau voilà, commun pour les deux joueurs. L'un va se placer d'un côté du plateau, l'autre de l'autre. Et on a chacun 3 petits personnages qui vont scorer et avancer différemment. Vous avez le peintre qui va se déplacer dans les petites zones entre deux routes et qui va pouvoir peindre justement. Donc soit on va révéler les petites tuiles qui sont face cachée de son plateau pour voir le symbole qui est derrière, soit on va pouvoir, si on arrive sur le bon symbole, se défausser de la tuile. On a le jardinier, bon lui c'est lui qui tourne tout autour là du terrain de souvenirs et simplement eh bien si on tombe sur une case verte on augmente en vert, si on tombe sur une case rouge on augmente en rouge et à la fin on fait le produit des deux et ça nous donnera des points de victoire. Et enfin le dernier c'est le marchand qui se déplace que sur les grosses routes jaunes là en plein milieu, qui lui va aller chercher des produits pour pouvoir aller les vendre après au meilleur prix. Pareil, au bout d'un moment, dès qu'on gagne assez d'argent, on gagne un gros petit jeton comme ça. Et dès qu'on en a un certain nombre, on marque des points. Bonjour, bonjour. Oui, ça va très bien. Et toi, et vous, et... hop. Je regarde un petit peu qui tu es. Parce que j'ai quelques doutes. Mais bref. Et donc, la mécanique principale quand même du jeu, c'est du I choose... non, I split you choose, pardon. C'est-à-dire qu'on va prendre les 3 dés, on va les lancer et... bon d'ailleurs, c'est pas ça du tout, c'est du draft de dés. Hein. Je vais en prendre un, tu vas en prendre un et je vais prendre le dernier. Et on va avancer les personnages du nombre de cases indiquées dessus. Et on fera l'action sur laquelle on est tombé. Voilà. C'est toujours pas un jeu très violent, hein, comme le Tokaido de base. Hein. On n'a pas un choix de dingue à chaque fois, on n'a pas... on n'a pas beaucoup à réfléchir là-dedans, c'est très chill. Je pense qu'ils ont essayé de pousser un peu, mais franchement... ouais, il y a quel bonhomme est-ce qu'on veut avancer à quel moment est-ce qu'il est temps de finir la partie, etc. etc. Bon, ça reste tranquille. Je vois 7,7 de moyenne, je trouve que c'est un petit peu poussé. Tokaido est à combien d'ailleurs? Après, les gens aiment bien jouer à deux, alors... Tokaido est à 7,3, ouais, il est un peu en dessous. Alors je comprends pourquoi il est un peu en dessous, mais en fait Tokaido ça joue déjà bien à deux, alors je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un jeu duo. Ouais, c'était allez, sympa mais pas inoubliable. Est-ce que j'y rejouerais peut-être, mais franchement j'ai pas plus envie que ça. Avec tous les jeux à deux qui sortent, il y a quand même moyen de jouer à quelque chose d'un peu plus palpitant et excitant que ça. On va taper sur de vieux jeux maintenant. Time Break 2007 de Andrew Lawson. Brick à bloc, ouais c'est la même chose ça. Ah oh, imagine j'y ai joué à ce truc là. Et ben il s'est arrêté il y a un petit moment de faire des jeux ce monsieur. Imagine if, mais j'y ai vraiment joué à ce jeu là. Ça rajeunit pas. Brick à bloc. Non mais Brick à bloc c'est absolument le même jeu que l'autre par contre. Hein. Hop, je vais enlever Tokaido. Brick à bloc ou Time Brick ou je sais pas s'il a encore d'autres noms mais on s'en fout un peu. C'est un jeu de rapidité et de construction. Globalement ce qui va se passer c'est qu'à votre tour vous allez avoir le temps alors là ils ont mis un sablier, moi j'ai pas ça. Ouais j'ai le dé mais il n'y a pas de sablier du coup avec. Et pourtant j'ai bien cette boîte là, bon c'est un peu chelou. Mais globalement vous lancez le dé, plus le chiffre est élevé plus vous aurez de temps. Et une fois que vous avez est-ce que je peux arrêter d'avoir de la pub s'il vous plaît? Merci. Et donc une fois que vous avez
lancez le dé et que vous avez votre chronomètre qui est prêt, vous allez révéler une carte et le but c'est de faire la même construction avec les plots. Sachant qu'il y a des constructions qui imposent les couleurs, d'autres pas. Donc quand ça impose pas, on fait ce qu'on veut. Et une fois qu'on l'a réussi, et ben hop, on passe à la suivante, etc. etc. jusqu'à ce que le sablier s'arrête. Les cartes valent entre 1 et 3 points suivant leur difficulté. Et voilà. On va faire comme ça 4 tours de jeu. Et à la fin, bah, la personne qui a le plus de points remporte la partie. Donc autant dire que c'est pas très compliqué à prendre en main, c'est pas très difficile à jouer. C'est tout à fait sympathique. Nous on y a joué. Ah mais c'est ça que j'ai moi. Moi c'est ce chrono là. Parce que tu tournes et ça s'arrête à 1, 2 ou à 3 suivant le temps que tu as. Ce truc du que tout le monde n'a pas le même temps, je vois pas trop l'intérêt. Enfin à part déséquilibrer le jeu. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu que ça soit déséquilibré ici, mais pas sûr que ça rapporte grand chose. Bon, c'est rigolo. Le jeu en lui-même est cool. Ça a l'avantage d'être intergénérationnel. Je veux dire, vous pouvez jouer avec un enfant plutôt très jeune et avec des grands-parents en même temps. Je me mets dans le bon jeu. Il y a du bon matos. À pas jouer à trop nombreux parce qu'on se fait un peu chier pendant ce temps-là. Parce qu'il faut dire que si c'est pas mon tour, j'ai rien à faire. C'est ma cam qui est redescendue. J'ai l'impression d'être tout en bas. Et voilà. On va parler à Tengu, qui est sorti en 2024. Un jeu récent, illustré par Christine Alcouf, qu'on adore ici, de Julien Griffon et Xavier Violo. Alors, Julien Griffon, qui a fait ni plus ni moins Cocoons. C'est pas ça qui sort chez... Ah, ça sort chez Banquise. Ah, j'ai pas pu y jouer à ça. Ratapolis, j'ai pas joué. Oh, Street of Sokyo. Oh, Street of Sokyo, d'ailleurs, il y a le Ulule qui est en ce moment. Faut que j'aille regarder ça. C'est le même auteur que Yokai, c'est logique. Il y a une grosse vibe. Et Xavier Violo, donc Chouilletu, Doudou, Fond Accord. Ah, Pique-nique de Facteur Souris, j'y ai pas joué. Unlock Kids. Ok, bah, j'ai quasiment joué à tout. Voilà. Donc, Tengu, c'est un jeu coopératif. Ouais, déduction, ok, si on veut. C'est un peu tiré par les cheveux, mais si on veut. C'est donc un jeu dans lequel on va devoir retrouver les objets associés à chaque petite figurine. Sachant qu'il y a des niveaux de plus en plus compliqués. Hein. Il y a plusieurs niveaux de difficulté pour pas commencer quand c'est trop dur. Et pour quand même pouvoir corser un peu le tout. A son tour, c'est simple, on retourne une carte. Ah, tiens, j'ai eu la Madame Bleue, donc je vais bouger la Madame Bleue d'une case. On la bouge, sur une des cases adjacentes, hein, faut qu'il y ait un chemin quand même. Et on regarde, soit le jouet qui est caché derrière la tuile est de ma couleur, enfin de la couleur de la Madame, et du coup on va pouvoir laisser la tuile, retourner, prendre le petit jouet et le poser sur la Madame, pour dire c'est bon, elle a eu son jouet, on l'a. Soit c'est d'une autre couleur et juste on retourne la tuile et on essaie de s'en rappeler pour que plus tard je puisse aller prendre le bonhomme de la bonne couleur pour l'emmener là. Tout ce qu'on peut dire sur cette tuile, c'est par exemple la forme de l'objet. Je peux dire, bah j'ai vu un cerf-volant, mais c'est pas le mien. Donc par exemple, là, si elle en bleu, elle est tombée sur un cerf-volant et que le violet a déjà son cerf-volant, bon bah normalement les autres joueurs sont censés se dire, bon, il n'est pas bleu, il n'est pas violet, il est donc orange. C'est la partie déduction, je pense, qui a été mise dans les mécanismes. C'est quand même pas le cœur du jeu. Voilà. Bon, nous, on a joué qu'entre adultes, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais on a fait le niveau le plus dur sans vraiment aucune difficulté. C'est mignonnet. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà 350 000 jeux de mémoire qui marchaient? Si. Est-ce que celui-là rajoute quelque chose? Pas sûr. Pas sûr. J'ai quand même pas envie de le mettre dans non merci. Donc ça sera un sympa mais pas inoubliable. Je pense que ça sera pas le jeu en France de l'année. Et ça se trouve il sera nommé à l'As d'Or et il va gagner. Qui sait? Enfin il y a des gens qui savent déjà un petit peu ou pas mais... Donc voilà. Je le mets là.
je pense qu'il mérite tout à fait cette place-là. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Run. Alors, Run, c'est 2023, c'est un jeu de Moritz Dressler. Pareil, c'est un jeu qui n'est pas sorti en France, c'est un jeu que on a ramené de d'Essen. Oh, il a fait Hamstern, j'y avais joué, c'était plutôt rigolo. Je sais pas ce que j'ai fait de ma boîte d'ailleurs. Et 13 moutons, je pense que c'est celui-là, mais je sais plus où il est. Bon, bref. Quelques petits roll and write et run. Dans run, hop, je vais essayer de regarder si 2023 run. Ah, yes, je vais avoir des images. Donc dans run, en fait, il y a une personne qui va jouer la police et il y a une personne qui va jouer le voleur. Et l'objectif des policiers, c'est de choper le voleur. L'objectif du voleur, c'est d'aller récupérer des petits trucs sur le plateau commun et ensuite de s'enfuir parce que bah, c'est un voleur. Et finir en prison, c'est pas cool. Donc, chacun a un terrain de jeu, voilà, comme ça, le même évidemment. Mais tout le monde ne voit pas la même chose. C'est-à-dire que le policier, il a son petit hélicoptère qui est là et qui va se balader. Et qui va pouvoir essayer d'analyser les zones. Et le petit voleur qui est là, il a son petit plan avec les différents mouvements qu'il va pouvoir effectuer. Et éventuellement des petites cartes bonus qui arrivent après. Globalement, ça reprend un petit peu la mécanique de Scotland Yard. C'est-à-dire que là, quand il va se déplacer, il va prendre une de ses tuiles de déplacement et les placer sur le plateau qui est là à gauche. Dans l'ordre pour indiquer à l'autre ce qu'il a fait. Bon, les silent moves, là, ce qui est en bleu, ça sera joué face cachée, donc l'autre joueur ne saura absolument pas ce que c'est. Sachant qu'il ne sait pas non plus, je crois, où commence le voleur. Peut-être que si. Si, je crois que tu sais où commence le voleur et que ensuite tu choisis où tu mets les objets à aller chercher. Donc l'objectif du voleur, c'est d'aller prendre 3 objets sur les 4 parmi ceux qui sont là en noir, puis de sortir sur une des cases avec une croix. Voilà. Et pendant ce temps-là, le policier, voilà, qui a son hélicoptère là, en fait, lui, il va essayer de déduire les mouvements donc du voleur. Et pour ça, il va pouvoir placer des petits cubes. Les cubes blancs, c'est les cases possibles où peut être le voleur. Et lui, donc il n'a pas de flèche pour se déplacer, il a des actions. Donc il va pouvoir se déplacer de base, puis, alors d'autant de cases qu'il veut, je crois, mais en ligne ou en colonne, ou en diagonale peut-être. J'ai un petit doute là-dessus, mais c'est pas très grave. C'est marqué là, mais j'arrive pas à lire. Non, ça c'est les mouvements du runner. Et il va pouvoir utiliser une de ces cases là. Par exemple, il peut scanner la ligne en disant est-ce que tu es sur cette ligne là, ou scanner la colonne, ou tenter un floodlight, c'est-à-dire demander si la personne est dans ces 3 cases là. Et il a 2 actions qui sont là où il tire sur le voleur pour essayer de l'arrêter. Et du coup, si on touche le voleur une première fois, il est juste blessé. Si on le touche une deuxième fois, on gagne. Voilà. Globalement, c'est un jeu qui était vraiment très cool à jouer. Il y a clairement un côté qui est plus facile à jouer que l'autre. C'est-à-dire que le côté voleur est vachement plus dur. Même si ça s'est joué à pas grand chose les 2 fois. Le côté policier est quand même plus simple à prendre en main. Mais même en perdant, je trouve que le jeu est quand même bien agréable. Il y a des petites cartes à piocher quand on rate. En fait, les policiers, c'est ça, quand ils ratent une action. C'est-à-dire que je scanne une colonne, je trouve pas l'autre. J'ai quand même l'indication que l'autre n'est pas dans cette colonne, mais en plus, je vais pouvoir piocher une carte qui va me donner un pouvoir immédiat. Donc j'ai vraiment beaucoup d'infos et beaucoup de choses possibles. Mais malgré ça, le jeu est quand même tout à fait honorable. J'aime bien les illustrations, c'est assez
assez minimaliste, mais ça fait le taf que ça doit faire. Donc run, moi je vais le mettre... hmm, je vais le garder en bon jeu parce que je pense que je vais pas courir après. C'est pas un style de jeu dans lequel je m'épanouis vraiment. Mais si vous, ça vous tente, ça peut être une excellente option. Voilà. Je le mettrai là ou là. Je vais le laisser là pour moi personnellement. Mais voilà. Et on commence déjà à bailler, super. Ensuite, on attaque Ragnarok Star. Donc Ragnarok Star, c'est de Dan Touvenot et William Aubert. C'est les deux éditeurs de Perte et Fracas, donc c'est l'auto-édition. Passé sur Kickstarter et qui a très bien fonctionné. Et moi je suis en attente de leur deuxième jeu qui s'appelait... Ah, je le vois mais j'arrive pas. Un truc à gratter qui a l'air trop cool. Bon bref. Ragnarok Star, c'est un jeu de compétitif où on va essayer d'aller chercher des supporters, des fans, pardon, avec notre petit vaisseau Drakkar, parce qu'en fait on fait un groupe de musique. Pour ce faire, on va préparer nos actions. Donc on a une petite fiche, voilà, comme ceci avec un stylo. Et on va pouvoir préparer 5 actions, une par personnage. Donc j'ai des numéros de 1 à 5 à attribuer, il faut que j'en attribue un à chaque personnage. Et voilà. Et l'ordre dans lequel je le fais est hyper important parce que si le personnage 1 fait l'action 1 et le personnage 2 fait l'action 5, et je vais vraiment les faire dans cet ordre là. Donc il faut que ça soit utile. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va révéler une petite carte ici et ici qui vont positionner des fans sur les différentes îles. Et ensuite, on va faire nos actions. Donc, on va pouvoir les bouger, récupérer des fans, voler des fans aux autres groupes, etc., etc. Et éventuellement, aller regarder aussi les prochaines cartes qui arrivent pour se dire, ok, le tour d'après, je sais que il y a un fan rose qui arrive en blanc. Bah, peut-être que je vais me préparer le déplacement que j'avais prévu après. Je vais peut-être le faire là-bas pour être sûr d'être à côté d'un personnage rose que j'ai très envie d'avoir au tour d'après. Voilà. On va continuer comme ça pendant un certain nombre de tours, déterminé par le nombre de cartes. Je crois que c'est 7, mais faut pas m'en vouloir si je me trompe. Et à la fin, on compte les points de victoire. Donc il y a un point par colonne de fans totalement remplis. Il y a un point par ligne. Et on a tous les objectifs qui sont là, qu'on a eu un peu au début. Et qu'on va pouvoir piocher au cours de partie avec l'action correspondante. On a joué à 2. Et je dirais clairement que ce n'est pas la meilleure configuration. Est-ce qu'il y a un best at ou pas? Non, hein. Non, non, non. Répartition des tablés. Bah, ils ont plus joué à 2, mais c'est assez serré. C'est à du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Tablé 2 préférés, minimum 1, maximum 5. Bah, en vrai, moi à 2, je pense que ça manquait un peu de piquant. Parce qu'en fait, on n'est pas assez sur le terrain, on peut pas aller assez s'embêter, on peut pas assez se voler ou faire la même action en même temps, ce qui nous annulerait. Je pense que c'est un jeu qui gagne à jouer à 3 ou 4. Alors le jeu était pas mauvais. Le jeu à 2, je vais être obligé de le mettre en sympa mais pas inoubliable. Je pense qu'il a un potentiel sympathique et un potentiel un peu puputerie. À 4 ou à 5, ça doit être chaotique à souhait, mais du coup, peut-être que ce chaos apporte aussi du fun. Je trouvais ça assez froid. Parce que drôle, c'est dans les glaciers. Non, mais à 2, il se passe pas grand chose quoi. Tu sais, tu bouges, tu récupères tout ce qu'il y a sur l'île, puis tu bouges, tu récupères tout ce qu'il y a sur l'île. Et mis à part si on a mis tous les deux la même chose, il se passe pas grand chose. À 4, je pense que il se passe toujours quelque chose parce que t'as toujours au moins 2 qui se battent entre eux.
Donc je vais le laisser là, mais comme run, on pourrait le remonter d'un niveau. Je pense que le jeu est un bon jeu, mais que moi personnellement je vais le mettre dans sympa mais pas inoubliable. Open Season. Alors Open Season c'est un jeu. Alors, c'est un peu compliqué à définir Open Season. Euh, donc on va avoir son petit plateau avec un certain nombre de cases libres. Donc le plateau est recto verso, hein, donc il y a deux possibilités là-dessus. Hop. Une fois qu'on a tous choisi le même code du plateau, ce qu'on va faire, c'est que à son tour, on va avoir des petites cartes en main. On va pouvoir en placer une quelque part sur notre feuille, sachant que sur les parties grises, il faut jouer des personnages différents, sur les parties jaunes, des personnages pareils, blablabla. Et quand on pose un personnage, on fait l'action de la case sur laquelle on pose le personnage. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être marquer des points de victoire par ce type de personnage. Ça peut être faire un pouvoir immédiat. Ça peut être si je prends un personnage tel quel, il se passe ça, etc. etc. Plein de choses possibles en soi. On va pouvoir également en jouer un. Ici. Ah ouais, je dis qu'on a des cartes en main, mais je suis pas très sûr. Je crois qu'on en prend deux parmi toute la pile, la liste de la rivière, pardon. On en joue un sur notre plateau et on en joue un en défausse. Et en fait, ce qu'on joue en défausse, on va appliquer l'action de ce personnage. Voilà. Là, par exemple, c'est un truc moche. Bah, le truc moche, il est là, donc je vais pouvoir faire cette action-là, qui est à côté. Si c'est un personnage qui n'est pas là, bah, juste il est défaussé. Sachant qu'au début de mon tour, je récupère les persos qui sont défaussés pour les mettre de côté. Et constituer ma petite pile de cartes que j'aurai en fin de partie et qui marqueront des points de victoire. Ça avance comme ça, tour à tour, où on essaie de valider des objectifs en colonne, on essaie de faire le plus de points avec ce qu'on a, on essaie de débloquer le plus de trucs, on peut aller voler des cartes aux autres, enfin voilà. Plein de petites choses qui se passent à droite à gauche. Alors c'est un jeu qui est pas très long, mais on a joué à deux. Bon, bah ça se joue quoi. Les graphismes, ça peut plaire comme ça peut déplaire. C'est un style, ce qui est déjà pas si mal. Moi, je trouve pas ça incroyable. Je trouve ça assez quelconque en vrai. Je suis pas très très fan. Surtout que des fois, il y a des personnages. Enfin là, je suis désolé, mais les deux côte à côte, pour savoir que c'est pas de la même race, je trouve que ce sont pas non plus hyper différents. Je pense qu'ils auraient pu taper un peu plus là-dedans. Alors ça se voit à la forme de voir bouclier derrière, hein, heureusement qu'il y a ça, mais sur leur tête c'est pas évident. Euh, voilà, c'est pas un jeu passionnant on va dire. 7,6, je trouve ça un peu étonnant. Majorité de 7, hein. Pas beaucoup en dessous, mais il y a eu des 10. Les gens ont principalement joué à 2. Bah à 2 ça joue bien, hein. C'est vraiment pas un problème. Hein. Ça pour le coup on peut pas lui reprocher de pas être jouable à 2. Mais je vais le mettre... ouais, je vais le mettre dans sympa, mais pas inoubliable. Ah, je suis à deux doigts. Ah non, je vais le mettre dans non merci. Hein. Je vais le mettre dans non merci. En fait, je peux pas dire, j'ai pas envie de m'infliger ça parce que je me l'infligerai pas. C'est pas non plus une horreur absolue. Mais c'est fade comme jeu, quoi. C'est fade. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est quelconque, c'est vu et revu. Je sais pas, ça manque de saveur. C'est. Ouais, voilà quoi. J'y ai joué. J'y aurais pas joué, ma vie serait la même. Hein. Donc on va laisser Open Season de côté. Et on va attaquer le jeu d'après. Qui s'appelle Numbers Up. Qui est un jeu de Juan Carlos Ruiz. Ah, qui a fait ça et Décode. Et Décode, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un truc mathématique. Ah, alors je soupçonne ce monsieur d'être prof de maths parce que Numbers Up, déjà, on est sur un truc qui est quand même assez matheux. Ah oui, d'accord, somme des dés. Oh, c'est des casse-têtes. Veux-tu devenir un génie des maths? Ok, bon, c'est des casse-têtes de maths, non? Jeu solo qui fusionne logique et calcul, boostant ainsi les compétences en mathématiques des enfants et des adultes. Ok, bon. Il y a des chances que ce monsieur soit quand même très scientifique, mais bref. Numbers Up, l'objectif, donc tous les joueurs ont des numéros de 1 à 5, comme ça c'est des gros trucs en plastique. Hein.
D'ailleurs, je sais pas pourquoi là il n'y a pas le 1. C'est un petit 1 blanc. Globalement, on retourne une carte défi et le but c'est d'être le premier à le faire. Sachant que là c'est 1, 2, 5, 3 comme ça, je peux le faire de tout. Je peux le faire comme je veux, j'ai juste pas le droit de mettre les pièces à plat, mais sinon faut être juste le premier à réussir ça. Et voilà, donc le premier va marquer plus de points que le deuxième ou que le troisième. Bon, nous on avait joué à 2, donc on s'en foutait un peu des autres, on comptait un point par carte réussi et puis basta. Il y a des cartes qui sont un peu plus intéressantes quand même. Il y a des cartes où il faut réussir à faire des calculs pour obtenir telle valeur. Il y a des cartes où on a des figures à faire avec des pièces à mettre derrière ou devant. On a des cartes avec des mini-équations. On a des cartes un peu pièges. Par exemple celle-là il faut mettre le 5, puis le 4, puis le 3 et un autre chiffre en haut sachant que ce n'est pas le 1. Bon d'accord, ça demande pas une grosse réflexion. On voit tout de suite que c'est le 2, mais quand même. La seule chose qui me titille un peu, moi, c'est hop. C'est ces trucs-là, en fait, avec les calculs à faire. Donc, par exemple, obtenir 25. Il n'y a pas de précision dans la règle sur quel calcul tu as le droit de faire et quel calcul tu n'as pas le droit de faire. Et le problème, c'est que... Bon, j'aurais tendance à faire des calculs peut-être un petit peu trop compliqués. Mais même, en fait, je sais pas si tu peux mettre 2, 3, 5 pour dire je fais 2 plus 3 fois 5. Alors, il y a un exemple un peu de ce style-là qui est donné dans le livret de règles. Mais on s'est posé plus de questions que ça dessus. Alors, on n'a pas voulu se prendre la tête, donc on a accepté plein de trucs. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus explicité. Voilà. Du coup, Numbers Up, on est sur quoi? Ben, on est sur un jeu qui... ouais, c'est un petit jeu d'agilité, mais je pense que je lui préfère Time Brick. Alors Time Brick, le problème c'est que c'est pas tous en même temps, c'est vraiment chacun son tour et ça c'est un peu relou. Mais Numbers Up, c'est pas non plus... Il y a du beau matos quoi. Je m'attendais à pire, je m'attendais à le mettre dans à oublier. Et ouais, bon, c'est sympatoche quoi. C'est sympatoche. Naishi, un jeu d'Alex Fortino et de Mathieu Bierry. Et c'est leur premier jeu. Alors, Naishi, c'est un jeu de joueurs dans lequel vous allez avoir donc une rivière de cartes au milieu. Puis, vous avez devant vous 5 cartes et l'adversaire a devant lui 5 cartes. Et vous avez en main également 5 cartes. Et le twist déjà dès le début qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait les 5 cartes que j'ai en main constituent la deuxième ligne de mon plan de travail. C'est-à-dire qu'en fait, là je vois une ligne de 5, il faut considérer que j'en ai une deuxième juste en dessous avec les cartes de ma main. Par exemple, la carte qui est la plus à gauche dans mon paquet de cartes, c'est la carte qui est juste en dessous, la carte la plus à gauche qui est visible ici. Donc ma main, bah, je la range pas comme je veux, elle est comme elle. A son tour, on va avoir 3 actions possibles. Action numéro 1, on va pouvoir récupérer une carte parmi celles de la rivière et la remplacer par la carte dans la même colonne, soit qui est face visible ici, soit qui est dans ma main. Donc je peux très bien récupérer par exemple la petite carte orange tout à droite et remplacer la montagne qui est juste en dessous. Ou alors la prendre, la mettre dans ma main et enlever la carte qui est tout à droite dans ma main. Les cartes défaussées, elles sont défaussées, hein, peu importe. Ça c'est pas très intéressant. Voilà. Sachant qu'il existe une variété de cartes assez importante, je crois qu'il y a genre 10 cartes et qu'elles scorent toutes de façon différente. Bon, il y a pas mal de scoring assez classique, bon il y en a quelques-uns qui diffèrent un petit peu, mais voilà. Ensuite, en deuxième action, je peux récupérer les jetons que j'aurais posés à droite. Donc à droite, on a un petit plateau ici avec quelques emplacements de libre et avec des pouvoirs. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à mon tour, je vais avoir le droit... Hop. Je vais avoir le droit de poser un jeton quelque part là. C'est une action bonus, hein. Et donc les actions qui sont possibles dessus, j'essaie de m'en rappeler mais c'est pas évident. Je vais pouvoir défausser les deux premières cartes, la première carte de 2 piles parmi celles qui sont dans la rivière. Donc ça je peux le faire avant
de choisir ma carte pour essayer de faire plus de choix, ou après pour supprimer une carte qui aurait pu bénéficier à l'adversaire. Ensuite, je peux switcher 2 cartes de mon jeu, donc soit 2 cartes qui sont soit 2 cartes dans la même ligne, c'est-à-dire dans ma main ou visible là, où je crois que je peux changer une carte de ma main contre une carte de ma ligne visible si les deux sont au même emplacement. Donc la deuxième par la deuxième par exemple. Et la dernière action possible, c'est mettre fin à la partie. C'est dire, bah, moi j'ai envie qu'on s'arrête, je pense que j'ai plus de points que toi, donc voilà. Et ça, l'adversaire peut jouer une dernière fois et ensuite on va regarder qui a le plus de points. J'ai oublié un tout petit truc. Sur le plateau à droite, en fait, il y a une dernière action qui est possible, mais qui n'est possible qu'une seule fois dans toute la partie. Et il y a une seule personne qui va pouvoir le faire. Ça va simplement être un échange de cartes. C'est-à-dire que je vais venir prendre cette action-là et je vais prendre une carte à l'adversaire et lui refiler la mienne qui était au même endroit. Voilà. C'est assez fort. Mais en même temps on perd son jeton, c'est à dire que pour la fin de partie on ne joue plus qu'avec un jeton. Donc une action bonus, et une action bonus de temps en temps, parce que je rappelle que ça coûte une action de récupérer les jetons qu'on a posés là-bas. Voilà. À la fin, bah du coup on score carte par carte, on pose les cartes de sa main devant nous pour compléter notre tableau, et on score carte par carte pour voir qui fait le plus de points. Et bien c'est un petit jeu que j'ai trouvé vraiment malin. Tous les petits twists que j'ai cités là, je les trouve vraiment cool. Les scorings ils sont intéressants. Il y a plein de trucs classiques, hein, on va pas non plus se mentir, mais je trouve ça assez chouette. Ah voilà, quelqu'un qui s'est servi d'un porte-carte comme et ça c'est... Waouh, c'est dur. Et là c'est chouette parce qu'on voit le tableau en fait qui est préconstruit, et que nous on va essayer d'améliorer petit à petit, tout en essayant d'embêter subtilement ou pas l'adversaire. Voilà. Naishi c'est vraiment très cool. 8,2 c'est la meilleure note qu'on a vue jusqu'à maintenant, et ça les mérite. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a mis 1. Oh, faut arrêter les gens, faut arrêter. Ah, Naishi c'est quelqu'un qui a pas joué, c'est juste quelqu'un qui déteste l'auteur, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, mais... Donc Naishi, je vais oser. Mais je le mets dans les coups de cœur. Voilà. Il en faut au moins un par mois. Là, ça sera Naishi. Et c'est très bien, Naishi. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est dispo sur BGA. Donc comme j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais vérifier mes informations. Toujours vérifier ses sources. Et bien, c'est dispo sur BGA si vous êtes premium. Donc si vous avez un compte premium, vous pouvez jouer à Naishi sur BGA. Voilà. Ensuite, bon, je vais faire une petite pause mouchoir, pardon. Je commence à m'enrhumer, ça devient compliqué. On va essayer de boire pas mal régulièrement. Ah, ce passage-là est tellement désagréable. Alors, Luz. Luz, j'en avais beaucoup entendu parler. C'est un jeu de Taiki Shinzawa, qui a fait Nine Lives, qui est un jeu de pli également, mais qui est pas bien. Nine Lives, j'en ai parlé, je l'ai parlé dans ma tier list des jeux de pli, et je l'ai vraiment pas mis haut. Massman, j'y ai pas joué malheureusement. Mais je crois que c'est pas incroyable non plus. Bon bah comme quoi. Donc Luz ou je sais pas quoi d'ailleurs, je m'en fous. C'est un jeu de pli avec des cartes assez incroyablement magnifiques. Donc des cartes de 5 couleurs différentes qui vont de 1 à quelque chose. Donc quelque chose dépend du nombre de joueurs simplement. Et voilà. On va distribuer toutes les cartes, sauf 10 qu'on va mettre de côté. Enfin on distribue 10 cartes par joueur et il y en a 10 qui restent de côté. Et quand on reçoit son paquet, ben on les trie de la plus petite à la plus grande. Et on met un petit plus à l'endroit de la plus grande carte. Ce qu'on va faire ensuite, c'est donner ce paquet à notre voisin de gauche, qui lui ne va pas les regarder. Il va nous les montrer. Donc,
nous on reçoit un paquet de cartes dont on voit le dos, donc on voit les couleurs qu'on a. Et on voit toutes les cartes des adversaires autour. Donc je sais toutes les cartes qui sont autour. Sauf les 10 qui ont été mises à part au début. C'est ce qui fait un petit peu que... bah, si je ne vois pas le 10 vert ni le 2 vert et que j'ai une seule carte verte, et bah peut-être que j'ai le 10 et peut-être que j'ai le 2. Mais globalement, on peut regarder ce que les autres ont. Et ce qu'il va falloir faire tour à tour, c'est estimer le nombre de plis qu'on va faire. C'est pour ça qu'il y a ces petites perles-là. Les jaunes, c'est donc pour les plis. Donc on va dire, par exemple, je pense que je vais faire 2 plis. Donc on prend 2 petites pastilles jaunes. Si on a un doute sur le fait qu'on puisse en faire plus, on peut prendre une petite pastille bleue en plus. Donc je peux prendre 2 jaunes, une bleue. Et ça veut dire peut-être que j'en fais 2. Peut-être que j'en fais 3. Et je sais pas trop. Une fois que ça c'est fait, une fois que tout le monde a choisi ça, on va pouvoir jouer. Donc le premier joueur va pouvoir lancer une carte simplement. Et on reste quand même dans la lignée des jeux de plis classiques. C'est-à-dire je joue d'une couleur, tout le monde est obligé de jouer cette couleur. Il faut savoir aussi que le jaune c'est une couleur d'atout. C'est-à-dire que sur un pli, bah, s'il y a du jaune de jouer, c'est le jaune qui l'emporte. Mais on ne peut en jouer que si on n'a plus la couleur demandée. Et voilà, sinon c'est la plus grande carte de la couleur demandée qui remporte le pli. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et bien simplement, suivant la manche, on va gagner plus ou moins de points si on a réussi notre pari. Si on réussit par exemple la manche 1, notre pari sans avoir pris de petites billes joker bleues, on va marquer 10 points. Si on réussit notre pari mais parce qu'on a pris la sécurité en bleu, on marque 5 points. Et si on ne réussit pas, on perd 5 points par pli de différence avec ce qu'on avait prévu. Si j'avais dit je fais 3 plis et que j'en fais que 1, et ben je prends moins 10 dans la tronche. Bien fait pour moi. Voilà. J'ai une partie de rentrée. Où je finis un bon dernier, c'était dégoûtant. Voilà. Et ben ce jeu, moi j'ai trouvé très cool. J'avais joué avec Xylo qui ressemble un peu à ça, si jamais vous vous rappelez. Xylo, j'avais trouvé ça pas ça foufou. Luz, par contre, je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien. J'ai envie de le poncer un petit peu, ce petit jeu de pli. Alors, il y a une part de chaos, il y a une part d'aléatoire. Voilà. Il faut essayer de jouer contre ça. Mais voilà. J'hésite à le mettre en coup de cœur. Pour l'instant, on va le poncer un peu. Et parce que j'en ai 2 parties, mais 2 parties qui m'ont plu. J'ai envie de pousser un peu. J'ai joué à 5 et 4. En plus, je trouve que ça se joue bien à 5 et 4. Ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de jeux de pli non plus. Et j'ai envie d'y jouer à 3 pour voir vraiment jusqu'où j'ai envie de le pousser le jeu. Mais Loose, très bien. Très très bien. Je recommande fortement. On va passer à Kyoto no Neko. Alors Kyoto no Neko, d'aspect, j'avais la hype. Quand j'ai regardé un peu à quoi ça correspondait, je me suis dit, ça va être un peu moumou du genou, non? Et du coup, bah, j'y ai joué. Donc Kyoto no Neko, c'est un petit jeu. Alors il y a des petites aventures dedans, genre 5 ou 6, mais rejouable à l'infini, hein, c'est pas narratif. Où on va incarner un petit chat trop mignon dans les rues de Kyoto. Ce qu'on va pouvoir faire à son tour, il y a une grosse partie jeu de rôle, hein, d'ailleurs. Enfin, une grosse partie jeu de rôle. Ça fait un peu initiation au jeu de rôle, ce truc. On va pouvoir se déplacer d'une case, et quand on se déplace sur une case, on retourne la petite patoune qui est dessus. Donc au début, il y en a partout, donc on va pas arrêter de regarder ce qu'il y a dessus. Et donc derrière ces patounes, parfois il y aura des amis. Donc on va pouvoir essayer de se faire copain-copain avec des animaux. Il y aura des bestioles à chasser, parce qu'on est des chats, donc on chasse les oiseaux et les insectes. Et parfois il y aura des méchants toutous qui veulent juste nous faire fuir et nous aboyer dessus. Quand ce sont des tuiles amicales, on va pouvoir choisir soit de continuer notre déplacement pour aller un peu plus loin, soit de rester là et d'essayer de combattre. Ou de faire copain-copain, ou plein de trucs. J'ai vraiment l'impression que... Non, c'est moi. Bon, bref. Donc voilà. On va pouvoir essayer de faire copain-copain, tout ça. Pour ce faire, on va lancer un dé qui va jusqu'à 3 ou 4 et il y a un échec critique dessus. Et on va pouvoir regarder nos compétences, parce que notre petit chat, il a une compétence en chasse, il a une compétence en attaque, il a une compétence en
en facilité à être amical avec les autres, etc. etc. Donc on va additionner la somme, on va additionner la valeur du dé plus notre compétence. Et si on atteint au moins la valeur indiquée sur la petite tuile, et ben on la remporte. Et on la pose là où elle doit être posée. Donc chasse ou attaque, ça va être là. On a un petit coin pour faire des amis, on a un petit coin, etc. etc. On va également à chaque partie avoir 5 objectifs. Donc là, sur le premier scénario, les 5 objectifs sont pas très compliqués. Quand on retient un objectif, on peut récupérer un petit grelot de notre couleur qui était posé dessus. On va pouvoir le mettre sur notre plateau là, ici, là où il y a les petits chats. Et en fait, il se passe deux choses. La première chose, c'est qu'on va pouvoir grandir à un moment donné. Quand on grandit, on a plus d'endurance, on va pouvoir aller marcher plus loin. Et la deuxième chose, c'est qu'on va également se rapprocher de la victoire, puisque la première personne qui obtient 5 points de victoire gagne. C'est pas vraiment vrai, puisqu'on finit le tour en cours, donc il y a toujours moyen pour les autres de revenir dessus. Mais voilà. Et surtout, ah oui, pardon, j'oublie le twist qui est intéressant quand même. Si je fais un jet de combat et que je rate le combat, et ben c'est pas si grave, parce que si je rate le combat, j'augmente quand même la caractéristique dans laquelle je me suis raté. Ce qui fait que j'ai raté un combat, oui, mais je deviens meilleur et la prochaine fois j'aurai plus de chances de réussir. Et si je fais un échec critique, j'augmente une deuxième fois cette caractéristique. Donc je me suis complètement raté, bah c'est dommage, mais du coup je monte de 2 dans ma caractéristique. Donc je vais pouvoir mieux m'en sortir pour la suite de partie. C'est d'où le côté un petit peu jeu de rôle, je trouve. Et c'est hyper familial. Ça dure une demi-heure. Alors il y a un peu de mise en place. Il y a peut-être trop de mise en place pour ce que c'est. Mais mais moi j'ai trouvé ça très cool. Ce qui peut rebuter, ouais, c'est peut-être un petit peu beaucoup de matos et la grosse boîte de jeu pour un jeu qui finalement est vraiment très familial. Moi je vais le mettre dans bon jeu parce que j'ai bien aimé, que je vais prendre plaisir éventuellement à le faire découvrir. Mais je vais pas le prendre pour moi et je pense que je vais pas le prendre pour quelqu'un d'autre. Coucou Diogo, bienvenue à toi. Tu arrives au moment où je bois du thé. C'est un moment qui se répète régulièrement, cela dit. Et on arrive, eh ben tu arrives pour venir en enfer avec moi, c'est bien. Je ne serai pas seul au moins. C'est gentil de m'accompagner. Dans Inferno. Moi, Inferno qui reprend le principe des... je pourrais me faire un petit thé. Ben oui, mais ici c'est thé à volonté. Hein, avec la super tasse Meeple, arc-en-ciel. Voilà. Moi c'est un thé saveur nougat entre guillemets. C'est censé reprendre un petit peu le goût du nougat. Alors ça sent pas trop le nougat, ça fait un peu thé de Noël plutôt, mais j'avais besoin d'épices aujourd'hui. Voilà. J'ai un peu mal à la gorge et je parle non-stop toute la journée et toute la soirée. Donc autant dire que ma voix l'apprécie pas trop. Et je pense que le thé ne fait aucun bien, mais au moins ça fait pas de mal. Donc... oh, Inferno c'était en KS, ok. Inferno qui a été ramené d'Essen par Hydrou et Nana de chez... non, j'ai pas mis de miel dedans. Et le miel ça sucre et j'aime pas le sucre. Mais je mangerai du miel après. Promis. Je pense que je vais déjà refaire une petite pause mouchoir. Et je suis sûr qu'il n'y a pas de thé en enfer en plus. Donc en enfer, ce qu'on va devoir faire, c'est faire plus de points de victoire que les autres. Voilà. Logique, hein, comme dans 90% des jeux actuels. Oh, les gens y ont joué plutôt à 4. C'est fou ça. C'est fou. Intéressant. Bon, bah moi j'y ai joué à 4, alors ça aide pas non plus à faire baisser le reste, mais ok. Un jeu de Fernando Eduardo Sanchez.
dont c'est le deuxième jeu a priori, ou le premier ex aequo. Bon. Hop là, on va vraiment revenir dessus. Donc c'est un jeu dans lequel on va pouvoir aller amener des âmes au fond de l'enfer. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est les cercles d'enfer de Dante, je crois. J'ai peur de dire n'importe quoi. Gna gna gna. Oui, c'est par Dante. Je vérifiais mon info quand même, mais bon. Donc les cercles d'enfer de Dante, où on va donc amener les âmes en enfer et elles vont s'arrêter au cercle qui correspond à leur couleur. Alors c'est indiqué dans le livre à quel péché correspond chaque couleur, sachant qu'il y a des petites portes à des endroits ici. Donc entre les péchés qui sont pas bien mais ça va, et les péchés où oh là là, je sais pas ce que t'as fait mais t'aurais pas dû. Voilà. Et donc à son tour on va prendre une petite âme et on va la déplacer d'une case vers le bas sur un des chemins qui est disponible. Ça va nous faire arrêter sur un blason qui a un symbole. Ce symbole correspond à une action, en fait à deux actions possibles. Par exemple la roue de marin là-haut, que l'on ne voit pas. Donc je vais prendre la petite chèvre qui est là. Ça me permet en fait de faire soit l'action qui est juste en haut de la chèvre, soit l'action qui est juste en bas de la chèvre. Et quand je dis faire l'action, je vais pouvoir poser des personnages qui est à moi et qui est sur mon plateau perso dessus, et je vais effectuer l'action qui est en bas. Bon, je ne vais pas détailler toutes les actions possibles parce qu'il y en a plein et qu'on n'est pas là pour passer une heure sur une explication de jeu. Il y a des gens qui le font très bien sur d'autres chaînes, et des gens qui le font extrêmement bien en quelques minutes. Même si celui-là n'est pas sorti en français pour l'instant, donc il n'y a pas de... il n'y a pas encore de Ludo Chrono dessus. Bref, globalement, ça va être ça la plupart de mes tours. Bon, certains tours, je ferai juste passer, c'est-à-dire récupérer mes bonhommes. Parce que quand j'en ai plus, et c'est pas terrible. L'objectif va être donc de faire des points en amenant les bonhommes donc là où ils doivent arriver. Je vais également faire tout au long de la partie, en fait quand je retire un bonhomme, je vais monter sur la piste qui correspond ici parmi les 8 pistes possibles. Et en fait en fin de partie elles vont valoir des points suivant comment on a monté les petites flammes sur le côté et suivant si j'arrive à poser un parchemin dessus. Bon, il y a plein de règles pour pouvoir faire ces petites choses là. Comme j'ai dit que je m'étalais pas dessus, je vais pas aller plus loin, mais il y a moyen d'embêter un petit peu les autres en soit les empêchant de poser un parchemin, soit en réduisant grandement la valeur de ces lignes là. Voilà, c'est un jeu qui est sympathique. J'ai trouvé le début un peu laborieux, alors j'ai pris un peu plus de plaisir au bout d'un moment. Mais il y a des moments où vraiment tu peux pas faire grand chose et c'est pas la folie. Pour indication, on a fait une partie que j'ai gagnée parce que je suis trop fort. Voilà. Et on a tourné autour des 85 points. Enfin 85, 83, 83. On était quand même 3 assez au coude à coude. Ici. Et du coup, où est-ce que je vais mettre Inferno? Bah moi je vais le mettre dans les bons jeux. C'est-à-dire que j'ai pas une grosse hype dessus, j'ai pas énormément envie d'y retourner. Cela dit, je trouve quand même qu'il y a d'autres choses à faire dedans. Je serais curieux de tenter d'autres stratégies et de tenter d'autres choses. Voilà, je voulais partir sur quelque chose et finalement je suis parti sur autre chose parce que le jeu m'a un peu poussé à aller ailleurs. Donc je l'ai fait. Voilà, quand le jeu te pousse dans un sens, fonce. Mais ça m'a un peu frustré sur le fait que c'est pas ce que je voulais faire de base. Mais bon, ça m'a fait gagner donc je peux rien dire. On va arriver à Giberos, The World Game of Language, Invention and Civilization Development. Un jeu qui se joue entre 60 et 180 minutes. Et c'est un jeu d'ambiance. Voilà. C'est un pur jeu d'ambiance. C'est un jeu de civilisation, mais surtout d'ambiance. Et c'est
compliqué à vendre comme ça pour un jeu qui dure 3 heures. Je vais essayer de trouver des images peut-être sur... Oh putain, le nom entier est hyper long. En fait, le but du jeu, c'est d'inventer notre langage. Ça va jouer en plusieurs âges. Et en fait, au début, on va choisir quelques mots genre haut, loin, petit, beaucoup, etc., etc. On a des mots qui sont imposés. Ben, Dadada, maintenant je suis hyper curieux de voir ce que ça donne parce que ayant joué pas mal à ça, mais je sais, il est sorti en France, Dadada. S'il est sorti en français qui est dans ma boutique, je pense que c'est pour ça un jeu que j'achète, mais voilà. Les mots obligatoires, ça va être je, oui, non, savoir. Ça, je crois que c'est les 4 vraiment obligatoires. Et après, le reste, ben, on va essayer de se démerder avec ça. Ah, le passe-temps l'a emporté. Ok, ok. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à son tour, on va piocher une carte. Il y a plusieurs mots marqués dessus. On va en choisir un qu'on va devoir faire deviner aux autres. Et pour ça, on ne peut parler qu'avec les mots qu'on a déjà appris. Parce qu'évidemment, ben, on n'est pas là pour inventer des mots, hein. On est là pour augmenter notre vocabulaire. Et du coup, on va être là à parler aux autres avec notre mot, qu'on va du coup devoir donner une consonance. Hein. Par exemple, voilà, on va appeler Glood. Et pour faire deviner Glood, bah, on va être Glood. Glood. Ah, il est où le nom là, c'est Panay. Bon, Glood Vaquer Panay. Glood. Gloodsmois. 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 Glood Wafix. Moi. Par exemple, pour dire que c'est l'eau de la vie, tu vois. C'est pour dire que c'est le liquide de la vie. Enfin bref, on va essayer comme on peut de le faire deviner aux autres. Et les autres, quand ils pensent savoir deviner ce que c'est, vont pouvoir tenter leur chance en disant j'ai compris Glood. Glood, ça veut dire blablabla. Bon, toujours avec les mots de vocabulaire qu'on a au début. Si c'est juste, ben, on l'ajoute dans notre vocabulaire et on passe à la suite. Si c'est faux, on a encore d'autres possibilités pour ça. Sachant que les joueurs qui sont à côté peuvent poser des questions aussi. Hein. Est-ce que ça a un chapeau Est-ce que ça tient dans la main, par exemple? Et on tente de faire ces questions-là avec les mots qu'on a. Et on n'a pas beaucoup de mots, donc c'est très 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 compliqué. Bonjour Momo. Et le jeu a peut durer 3 heures. C'est vraiment... Ah, j'avais eu cette carte-là, moi. J'avais pris rose. En fait, parfois, il y a 2 mots. Mais on fait deviner celui de gauche et on gagne celui de droite en plus en bonus. Donc là, il faut faire deviner rose, mais après, on a love. Et c'est pour ça que je l'avais pris, parce que je m'étais dit que love, c'était cool. Sachant que stick, ça servait à rien, parce qu'on avait déjà bois. Voilà. Il y a un scoring qui est pas fou. En vrai, on s'en fout un peu du scoring. Mais par contre, le jeu vaut vraiment le coup. On a passé vraiment 3 heures exceptionnelles. C'était assez incroyable. Tiens, je vais le noter. Hop, je vais le noter à 9. Et moi, je vais le mettre en coup de cœur, évidemment. Parce que lui, par contre, j'ai extrêmement envie d'y rejouer. Et je pense que j'aurais très envie d'y jouer pendant encore beaucoup de temps. Mais il faut avoir 3 heures pour faire un jeu d'ambiance. Et ça, ça peut rebuter. Mais du coup, Dadada, ça consiste en quoi, Diogo? Est-ce qu'il y a... Oui, tu as joué à Naishi? Naishi, c'est assez exceptionnel. Hein. Kweli, quoi, tep. Shabbing Flow. Mhm. Ok. Bah, 15-30 minutes, ça peut se tenter. Oui, et un des 2 auteurs est suisse. Bah écoute, tant mieux. Moi j'ai vraiment adoré Naishi. Dada, tu tires des syllabes et pendant toute la partie tu communiques que avec ces syllabes et rien d'autre.
Ok. Mais elles ont pas de sens ces syllabes. Enfin, elles ont le sens classique. T'as quatep quoi, tu dis quatep quoi, quoi. Hmm. Bah, du coup, ok. Bah, ça me donne quand même envie d'essayer parce que je suis curieux. Et que ça dure pas 3 heures comme Gibbers. Ça a l'air un poil moins intéressant quand même. Ah, Hugues, c'est les objets de la maison, mais tu le dis pas comme ça. Ok. Faire comprendre en les regroupant. Hmm. Ok, pourquoi pas. Non, mais ça s'essaye, ça donne envie. Euh... Mais Dadada, c'est une chanson aussi, alors quand je tape Dadada, je tombe plutôt sur la chanson. Il est sur Amazon, Dadada. Alors, il est épuisé chez le passe-temps, parce que en même temps, c'est les seuls qui l'ont amené, je peux comprendre que tout le monde a sauté dessus. Un, il est sur Amazon et pas trop cher, je crois. Bon, on va attendre que ça sorte en français, moi je suis pas pressé. Tu tires une carte et tu prononces avec les syllabes. Ok. Non, mais je testerai à l'occasion, vraiment, si je peux essayer, je testerai. Je suis curieux. Gibberhorse, pour moi, c'est assez incroyable. Ça a des défauts, mais c'est assez incroyable. Dadada, je suis curieux. Euh, il est très haut dans ma liste de hype. Je veux voir si c'est aussi bon qu'il paraît. Est-ce que ça sera mieux que Gibberhorse ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça va passer fade à côté de Gibberhorse? Je ne sais pas non plus. Voilà. Toi, c'est un petit peu. En fait, c'est un petit peu comme The Crew. Tu me donnes The Crew 1 maintenant, je vais le trouver fade. Parce qu'il y a The Crew 2 qui est sorti et qui est vachement mieux. Par contre, au moment où c'est sorti, The Crew 1, c'était incroyable, c'était révolutionnaire, c'était fantastique. Et du coup, peut-être que Dadada, j'y aurais joué en premier, j'aurais trouvé ça waouh. Et peut-être que là, en ayant joué à Gibbers avant, je vais trouver ça un peu fade. Mais ben oui, voilà. En fait, je suis assez d'accord avec toi. Il est possible qu'il me plaise moyen parce que celui auquel j'ai joué était peut-être plus complet. Mais on va voir, hein. Ça se trouve non, hein. Ça se trouve non. Ouais, je lui laisserai sa chance en tout cas. Au pire, c'est un petit jeu d'ambiance qui dure 15-30 minutes, pas de problème. Galileo Galilei. Un jeu de Thomas Olek. Avec un illustrateur qui a l'air rigolo. Oh, c'est l'auteur de SETI et de Tea Garden. SETI qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. SETI, je mets une belle pièce dessus pour le Diamant d'Or. En tout cas pour sa nomination, parce que pour l'instant tout le monde en parle en très bien. J'ai très hâte aussi de jouer à SETI. Donc Galileo Galilei. Je vais devoir passer sur BGG parce qu'il n'y a pas de photo ici. T'entends la musique au fait, Diogo, ou pas? J'ai mis en fond, mais je crois que je l'ai mis vraiment basse, alors je suis pas sûr que vous entendiez grand chose. Galileo Galilei, c'est un jeu de gestion de ressources. Le problème, c'est que les ressources sont des dés. Voilà. Globalement, à son tour, on va pouvoir prendre le télescope, le décaler d'un ou plusieurs crans et faire les actions qui sont en face. Quand on fait les actions qui sont en face, on fait l'action qui est en noir et l'action qui est en blanche ici. Souvent un choix parmi deux. Ok. Ça me permet de mettre un poil plus fort, mais... et donc ensuite, on va enlever la tuile blanche et la remettre tout en bas. Ah, oups. C'est pas ça que je voulais faire. Et la remettre tout en bas ici. On va la repousser là et tout ça va s'avancer. L'objectif donc, c'est d'aller voir les constellations dans le ciel ou voir les planètes. Sauf que problème, on est à une époque où la Terre est plate, où la religion aime pas trop ça.
Donc quand on va faire ça, on va avoir ici des méchants monsieur euh, de... Je perds mes mots, c'est affreux. Enfin bref, on va avoir des méchants monsieur qui vont venir chez nous pour regarder ce qui se passe vraiment. Parce qu'ils n'ont pas trop confiance en nous. Et ces méchants monsieur, bah, ils vont nous faire perdre des points tant qu'ils restent dans notre cave. Voilà, ils sont dans notre cave, ils arrivent et ils trouvent ça un peu suspect. Donc va falloir essayer de faire copain-copain avec eux pour que ça se passe mieux. Il va falloir bien penser à gérer ses dés pour pouvoir acheter les planètes. Les planètes, elles sont des 3 couleurs primaires, c'est-à-dire bleu, jaune, rouge. Et en fait, elles sont aussi des couleurs secondaires. Alors, il y a du violet. Et pour faire du violet, bah, tu additionnes le rouge et le bleu. Enfin, tout le monde connaît sa suite de couleurs. Les planètes qu'on va réussir à découvrir, elles vont pouvoir venir là. Et ici, avec les petits bouquins, on va pouvoir avancer et faire des points. Ici, on a des pistes de scoring de fin de partie. Enfin bref, il y a du score, il y en a un petit peu partout. Autant en positif qu'en négatif. Le jeu est pas révolutionnaire de dingue. Je veux dire, à son tour, on tourne ça, on fait ses actions et puis basta. Le côté gérer ses dés est plutôt cool, plutôt intéressant. En tout cas, moi j'aime bien la partie dés de ça. Les gens qui viennent dans ta cave pour te faire perdre des points, c'est très chelou. Et ça peut être extrêmement prolifique à un moment donné. C'est-à-dire que moi, il y avait du monde dans ma cave. Hein. On a fait une grosse fiesta, je peux dire que tout le monde s'éclatait. Et on a fait des tours de dingue. Hein. Ce qui est un peu bizarre. C'est les inquisiteurs. C'est ça? Non mais je crois que c'est pas ça. Mais j'ai ce mot là en tête. C'est peut-être l'inquisition. En vrai, c'est pas si déconnant. Donc voilà, qui venait dans ma cave. Il y a un mélange de tout qui marche bien. Et en même temps, ben... Voilà quoi, ça marche bien. T'as pas le petit truc qui fait que ah tiens ça c'est cool, j'avais pas vu ça avant, ou ah tiens c'est rigolo comme truc, ou c'est un jeu qui marche, c'est un jeu qui fonctionne. Si t'as pas joué à grand chose d'autre, c'est bien, c'est pas lourd, c'est un petit initié je dirais, donc ça a l'avantage de pouvoir être pris facilement en main, mais en même temps t'as quand même plusieurs choses à faire et tu peux faire tu peux rejouer plusieurs fois en changeant ta façon de jouer, ce qui est plutôt agréable quand même. Mais moi je trouve ça un petit peu light. Euh, Ça c'est très bien fait, c'est très joli. Je trouve ça un petit peu light et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus dessus quoi. Voilà, je suis resté un petit peu sur ma faim. J'ai pas passé une mauvaise partie, j'ai passé un bon moment, c'était sympa. C'était sympa. Voilà. Donc sympa, c'est pas inoubliable. Ça va aller dans cette catégorie un peu fourre-tout des jeux où tu joues, voilà, bah t'y as joué quoi. Ah, on va passer sur Fishing. Donc comme c'est un Friedman Freeze, si je dis du mal, j'ai Lapinesco qui vient me taper, donc je vais dire du bien de ce jeu. Fishing, donc qui est un jeu de pli un peu particulier parce que on commence tous avec un certain nombre de cartes, je veux dire 8, qui sont de couleurs et de valeurs différentes. Donc quand quelqu'un joue une couleur, on suit de la couleur et la personne qui joue la plus grande carte de cette couleur remporte le pli. Sauf que le pli remporté va pour l'instant dans notre filet. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait en fin de manche, on va récupérer toutes les cartes dans le filet pour les mettre dans le bateau. C'est bien, c'est un point par carte. Eh, c'est plutôt cool, donc plus j'ai fait de plis, plus je marque de points. Oui, mais après, on repioche dans ce paquet-là les 8 cartes qu'il nous faut pour pouvoir jouer la manche suivante. Problème, si j'ai pas fait assez de plis ou si j'ai pas fait de plis tout court, je n'ai pas les 8 cartes en main. Donc je ne peux pas jouer. Et bah du coup, je vais pouvoir piocher dans un paquet central des cartes qui sont meilleures. Puisque les cartes qu'on a au début, elles n'ont pas d'étoiles. Et ensuite, on va pouvoir récupérer des cartes 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Les cartes de départ vont par exemple de 1 à 10. Et vous voyez, là, la carte 4 étoiles, c'est un 15. Donc bah, elle est largement meilleure que les autres.
Et on va pouvoir aussi récupérer des cartes atout, parce qu'il y a un atout, il y a une couleur d'atout dedans qui là n'est pas donnée, mais qui va pouvoir arriver après. Et donc toute la subtilité du jeu est de faire des plis, parce que c'est quand même ça qui donne des points de victoire. Mais en même temps, si j'en fais trop au début, bah peut-être que pendant 2-3 manches, je vais être avec mes cartes où les gens m'auront gentiment donné des 1 et des 2, ce qui va complètement pourrir mon jeu et m'empêcher de jouer. Le 0 est rigolo aussi parce que le 0, quand je le joue, en fait, j'enlève une carte du pli pour la garder pour moi. Donc de 1, bah, ça va me faire un point de victoire. C'est quand même une carte que je prends. Et de 2, je peux changer la personne qui gagne le pli. Puisque si j'enlève la plus grosse carte du pli, bah, c'est la deuxième plus grosse carte qui devient la plus grande. Et du coup, je change l'ordre des cartes de base. Voilà. Ça joue en plusieurs manches, on compte les points au fur et à mesure et la personne qui a le plus de points à la fin de partie a gagné. C'est très cool. Il y a un truc, toi, typiquement, qu'il n'y a pas dans Galileo Galilei. Du coup, dans Fishing, il y a ce petit truc qui me donne, moi, très envie de rejouer. Je vais pas le mettre en coup de cœur, mais je vais le mettre dans quand la prochaine. En fait, c'est un peu fou parce que j'avais fait la tier list sur les jeux de pli en me plaignant que cette année, il y avait trop de jeux de pli. Et il y a vraiment trop de jeux de pli. Je vais être obligé de conserver cette opinion et de maintenir mes dires. Mais ce que je vais un peu nuancer, c'est que il y a trop de jeux de pli. Mais je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup de très bons qui sortent en ce moment, quoi. Loose c'est vraiment très bien, Fishing c'est vraiment très bien. Enfin, moi qui adore les jeux de pli et qui peut passer la nuit entière à faire que ça, bah là il y a des jeux. Alors, je peux rester la nuit entière sur The Crew, je ne resterai pas la nuit entière sur Loose, mais je peux en faire une ou deux parties sans trop de problème, quoi. Et je peux faire une nuit jeu de pli en alternant un petit peu entre tous, et franchement je passerai un très bon moment. Donc voilà. On va continuer avec Fast Fouille, qui n'est pas une nouveauté. J'y ai déjà joué avant, mais c'est la première fois que je l'entre sur l'application, donc on va quand même en parler. Fast Fouille, c'est un petit jeu d'ambiance de Jack Degnan, qui a fait Mot pour Mot, qui est un excellent jeu. Word on the Street, qui est mot pour mot, mais avec un autre nom. Voilà. Fast Fouille, c'est un jeu tout con. En fait, à son tour, on va avoir une petite carte thématique qui va être par exemple à une soirée entre ados. Et après, on va lancer un petit sablier. Il va falloir pendant le temps du sablier aller chercher parmi les cartes qui sont face cachée au milieu de la table, bah, celles qui pourraient se référer au thème qu'on a. Donc on va prendre un poignard, on se dit bah non peut-être pas, ou alors c'est la soirée qui dégénère. On va prendre le sac poubelle. Ah pas trop, mais en même temps pour ranger ce qui est à la fin. Bon allez, je garde parce que j'ai que 30 secondes pour trouver des cartes et que peut-être que je n'aurai pas mieux. Et voilà, on prend, on se dépêche, bah, c'est fast hein, fouille. Et à la fin, bah, évidemment, on va révéler toutes les cartes qu'on a choisies. On va mélanger tous les thèmes qui ont été choisis par les joueurs. On les révèle face visible et chacun doit essayer de deviner qui avait quel thème. C'est con, mais pareil, c'est encore intergénérationnel. J'avais mis 6,5. Ah non, j'avais mis 7. Je vais passer à 8. En vrai, j'y ai rejoué là dernièrement avec ma famille. Et on a passé un super moment, c'était très drôle. Et encore une fois, c'est intergénérationnel. On y a joué avec une enfant et on y a joué avec un grand-parent. Donc c'est un jeu qui permet de faire des choses. Alors on a triché, on a mis 2 sabliers hein, évidemment. Mais vraiment c'est un bon jeu. Je vais pas mettre à quand la prochaine, j'ai pas non plus une envie folle de rejouer à Fast Fouille, mais il faut dire que c'est un très 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 bon jeu. On a fait une boîte d'exit aussi ce mois-ci. On a fait l'héritage du voyageur. Donc là il n'y aura pas de photo parce qu'on va pas spoiler. Ok, je vois quelques énigmes. Donc bah comme d'habitude on enchaîne les énigmes avec une histoire qui est plus ou moins intéressante. On essaye de mettre le moins de temps possible.
Moi je l'ai fait à 2 joueurs. De toute façon je fais tous les jeux d'énigmes à 2 joueurs. Euh, Bah, est-ce que cette boîte là était cool? Oui. Voilà. Globalement, ça va pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que j'ai pris plaisir à la faire? Oui. Est-ce qu'il y avait des énigmes intéressantes? Oui. Plusieurs même. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des énigmes qui étaient très bien faites. Quasiment toutes, pour être honnête. J'ai pas à souvenir d'une énigme où je me suis dit celle-là est vraiment nulle. Il y en a une qui était moyenne, mais ça va. Et voilà. Exit, j'adore. Cette boîte-là, très bonne. Ça retourne dans les coups de cœur. C'est Exit, de toute façon. J'irai rarement cracher dessus. Hein. Alors, Duel pour la Terre du Milieu, qui est la rethématisation pardon, du Seigneur des Anneaux, globalement. Avec quelques petits changements. Du Seigneur des Anneaux. Non, c'est la rethématisation de Seven Wonders Duel. Voilà. On va arrêter de dire de la merde maintenant. Dans laquelle, du coup, quelques petits changements parce qu'on a le plateau qui est ici qui permet une victoire aussi militaire. En gros, hein, c'est la piste militaire qui est devenue un terrain. Hein, ça change quelques petits trucs, mais pas non plus de façon incroyable. On a ici Frodon qui essaye de jeter l'anneau dans la montagne tout en se faisant rattraper par les Nazgûl, etc., etc. Bon, il y a quelques changements par rapport au jeu de base. Mais franchement, j'ai trouvé que ces changements étaient pas forcément des bonnes idées. Et j'ai trouvé que ces changements n'étaient pas forcément nécessaires. Seven Wonders Duel, c'est un excellent jeu auquel je peux encore jouer. Alors, il a ses petits problèmes. Hein. Mais quand on le prend pour ce qu'il est, il est très bien. Bah, celui-là, j'ai envie de dire un peu pareil. Mais bah, il y avait déjà Seven Wonders Duel, quoi. Le peu de changements qui est dedans, qui sont dedans, on va essayer de parler français maintenant, promis. Donc le peu de changements à l'intérieur ne justifie pas pour moi une boîte et ne justifie pas de refaire tout ce qui était fait avant. C'est ok, c'est pas plus que ça. Moi ça m'a un peu déçu personnellement. Je vois qu'il est une taille 8,4. Bon, voilà quoi. Voilà. Moi, je vais clairement pas le mettre dedans. Je le mets dans sympa, mais pas inoubliable. Bah, je vais pas cracher dessus parce que j'aime beaucoup Seven Wonders Duel, quoi. Mais bah, c'était pas nécessaire. La nouvelle boîte n'était vraiment pas nécessaire. Des tracks, pareil, j'y avais déjà joué avant, mais j'ai voulu. On a été en vacances en train et bah, c'est une petite boîte, ça joue facilement, ça s'explique facilement, donc je l'ai emmené. Des tracks c'est simple, on lance 2 dés, un triangle, un rond, et ben je vais mettre un triangle, un rond de façon adjacente et j'essaie de remplir comme ça ma petite grille de 5 par 5. À la fin, ligne et colonne score suivant le nombre de figures identiques côte à côte. Donc là, par exemple, la première colonne, j'ai 2 croix et c'est tout. Donc ça me fait 2 points. La colonne du milieu, j'ai 3 bâtons, ça me fait 3 points. La troisième colonne, j'ai 2 triangles et un triple 3 bâtons. Donc ça me fait 5 points. Ça s'additionne à 2 points pour les triangles et 3 points pour les bâtons. Évidemment, quand j'arrive à en aligner 4, comme sur le dernier, ça fait 8 points. Et si j'arrive à en aligner 5, c'est 10 points. Donc, la différence entre 4 et 5 n'est pas folle. Et donc là, c'est la version gentille. C'est la version où la diagonale ne compte pas, mais la version experte, entre guillemets, la diagonale compte et elle compte double, donc tu as plutôt intérêt à faire quelque chose de bien. Et les deux lignes du bas, donc n'ont rien qui font scorer, elles font 0, la version méchante, c'est elles font moins 5. Voilà. Ah, c'est un jeu de Knizia pour changer un peu. Oh, bon, c'est un jeu qui joue en 5 minutes, même pas. Ça fait son taf de petit roll and write de début de soirée ou de fin de soirée ou qui joue dans le train. C'est pas incroyable. Je vais pas le mettre dans non merci parce que c'est pas non plus horrible. Clairement, c'est très oubliable. Mais comme je dis, en 5 minutes dans un train, ça se fait. Et ça se fait bien. Voilà. Et on arrive sur le dernier jeu de cette sélection. Donc la dernière nouveauté testée en octobre, c'est Aurum. Et Aurum, c'est quoi? C'est un jeu de pli. Pour changer un peu.
Et donc, quand je disais tout à l'heure que tous les jeux de pli, enfin qu'il y a beaucoup de très bons jeux de pli qui sont sortis, bah il y a aussi Aurum, qui n'est pas un très bon jeu de pli. Aurum, c'est triste parce que je pense que ça tente quelque chose d'intéressant, mais ça ne le réussit pas. Aurum, c'est un jeu qui joue à 3 ou 4, mais à mon avis, ça joue à 4. Par équipe de 2. Donc on est face à face pour jouer. Et en fait, le pitch du jeu, c'est quand je joue une couleur, les autres ne peuvent pas jouer la même couleur. Donc si je joue bleu, les autres vont devoir jouer une autre couleur. Voilà. Sachant que celui qui gagne le pli à la fin, c'est celui qui a joué la plus grande carte. Mais, donc celui qui gagne le pli, c'est bien. Parce que gagner un pli, bah, c'est généralement très bien. Je crois que c'est un point par pli. Donc de base, t'as envie. Sachant qu'à un moment donné, on va aussi pouvoir faire une estimation du nombre de plis qu'on va faire par équipe. Et que du coup, on va pouvoir voir... on va pouvoir marquer des points en plus si on arrive à faire pile ce nombre-là. Bon, bref. Mais, ce qui peut être cool aussi, c'est d'être dernier. Si on a la carte la plus faible, on va récupérer une carte or. Et ça, une carte or comme ça. Et ça, c'est pareil, ça fait des points. Donc je fais des points si je fais le pli, je fais des points si je joue la plus petite carte. Ce qui a l'air plutôt cool. Problème, c'est que bah, faire des plis, c'est vraiment fort. Je veux dire, si tu fais 7 plis, que tu as prévu d'en faire 7, tu fais tellement de points que c'est compliqué pour les autres de lutter. Et en vrai, comme c'est par équipe, alors il est possible qu'une équipe fasse quasiment tous les plis, hein, nous c'est ce qui est arrivé. Mais tu as quand même l'espoir à un moment donné d'être la plus petite carte. Et du coup, tu chopes quand même des cartes or. Ce qui fait que la technique d'essayer de faire tous les plis, elle marche. Et en plus, tu empêches ceux dont la technique est de faire les plus petites valeurs de gagner. Et moi, c'était un petit peu mon problème. Je trouve que si t'as un bon jeu, t'as un bon jeu et t'écrases un peu les autres. Et ça, dans un jeu de pli, ça me gêne toujours un peu. Fishing, si t'as un bon jeu au début, tu l'as pas forcément après parce que tu vas changer de jeu. Tu vas récupérer des cartes pourries, tu vas pas gagner. Et en même temps, si t'as un jeu vraiment merdique, tu vas piocher plein de cartes bonnes au début. Mais du coup, tu vas faire des plis avec des cartes moins bonnes, donc ton jeu va changer. Enfin, ça varie. C'est ça qui est cool dans Fishing, c'est que tu commences pas avec un super jeu et tu finis pas avec le même jeu. Là, si, un petit peu. Et je sais pas. J'ai pas trouvé ça si intéressant. Je trouve que la proposition du jeu par équipe avec... Bah, si tu fais pas le pli et que t'as la plus petite carte, tu gagnes quand même quelque chose. C'est cool. C'est intéressant. Mais je pense que ça mérite d'être retravaillé un petit peu. Bon, c'est un auteur, Shreshbat, du coup, qui n'a fait que ça. Par contre, niveau illustration, c'est assez incroyable. Le jeu est magnifique. Le jeu est vraiment, vraiment, vraiment beau. Malheureusement pour moi, ça va aller dans non merci. Mais voilà, en fait, on a 2 jeux de pli qui sont dans Un camp la prochaine et 2 jeux de pli qui sont dans non merci. Donc, il y a trop de jeux de pli qui sortent, mais il y en a qui sont vraiment exceptionnels et il y en a qui sont vraiment pas exceptionnels. Et c'est un peu dommage, je trouve. Eh bien, on sera venu à bout de ces 21 jeux. C'est assez miraculeux. Allez, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Dormez bien. Et on se retrouve demain avec plaisir. Des bisous. À bientôt.